contre le futur accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Oui, c'est en fait le plus grand accord de libre-échange de toute l'histoire. Les discussions doivent commencer demain et elles ont déjà du plomb dans l'aile puisque la France, soutenue par la Belgique, la Grèce, mais aussi la Hongrie, entend exclure le secteur audiovisuel des négociations au nom de l'exception culturelle. François Ayrault menace... Jean-Marc Ayrault, pardon, et non pas François Hollande. Jean-Marc Ayrault menace de mettre son veto. Les explications de Myriam Bounafa. La comédienne Bérénice Bejo et le réalisateur Costa Gavras, ambassadeur du cinéma auprès de la Commission européenne. Vie artiste qui au départ est un tout petit film, est-ce qu'on pourra produire encore des films comme celui-ci qui a priori sur le papier ne rapporteront pas d'argent et au final en a rapporté beaucoup? En ligne de mire, l'accord de libre-échange prévu entre l'Europe et les États-Unis. Pour la France, l'industrie culturelle doit en être exclue. Objectif, protéger les subventions et les quotas pour le cinéma ou l'audiovisuel, protéger également les contenus sur Internet et supports numériques. La France s'enorgueillit de défendre et de continuer à défendre, fût-elle seule, l'exception culturelle. Ligne rouge, point de fracture. La France menace d'utiliser un droit de veto si la culture est concernée par l'accord. Bruxelles tente de tempérer. Nous croyons qu'il est préférable d'inclure tous les secteurs dans les négociations, mais j'insiste, avec une protection pour le secteur culturel. Parce que l'exception culturelle n'est pas négociable. Si l'Europe commence les négociations avec des exceptions, alors les États-Unis vont en faire autant. Le problème, c'est lorsque vous commencez des négociations sur cette base, vous finissez par ne plus avoir grand-chose à la fin. Intransigeante, isolée, la France ne semble pas vouloir céder sur l'exception culturelle, alors que les négociations doivent débuter ce vendredi. On regarde maintenant la tendance sur les marchés. À Tokyo, ça a été la dégringolade. Oui, l'indice Nikkei a clôturé en baisse de plus de 6%, heurté par un net regain du yen qui plombe les entreprises exportatrices nippones. L'absence de nouvelles annonces de la Banque du Japon a aussi déçu les investisseurs, des investisseurs qui ont tendance à surréagir ces derniers jours à chaque mauvaise nouvelle après un début d'année en fanfare. Les autres places asiatiques sont orientées elles aussi à la baisse. La place de Hong Kong et de Shanghai, qui étaient fermées ces derniers jours, ont également perdu du terrain. Quelle est la tendance cette fois en Europe, 19 minutes après l'ouverture? C'est aussi le rouge qui domine, même si les baisses sont moins marquées. Des bourses qui évoluent dans le sillage donc des marchés asiatiques et américains la veille, dans un mouvement de crainte générale de voir les banques centrales réduire leurs injections massives de liquidités. Notez que l'action Orange perd actuellement 1,2%, alors que l'on sait son PDG est mis en examen. Enfin, la place turque poursuit son léger rebond, en hausse de 0,51% à l'ouverture après les fortes baisses de ces derniers jours. Et justement, on reste en Turquie. On va voir maintenant que cette agitation sociale inquiète aussi les touristes. Oui, notamment à Istanbul, qui est la ville la plus visitée du pays, avec plus de 7 millions de touristes chaque année. Et bien après 15 jours de manifestations place Taksim, les réservations d'hôtels marquent le pas. Et les agences de voyage commencent à faire leur compte. Écoutez. Plus de 30% des réservations pour notre hôtel ont été annulées. 20% repoussés. Nous avons perdu 2 à 3 000 euros sur toute la période. Et on peut à peine travailler, vu le nombre d'annulations qui nous arrivent. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Les pratiques fiscales de Google de plus en plus critiquées outre-Manche. Une commission d'enquête britannique vient de rendre un rapport accablant. Il s'en prend à la stratégie d'optimisation fiscale du géant américain qui lui permet de payer très peu d'impôts au regard de son chiffre d'affaires. Pour la commission, l'argument consistant à dire que ces pratiques sont légales n'est pas recevable. Son concurrent Facebook se met lui au hashtag. Après Twitter ou LinkedIn, les utilisateurs du réseau social pourront ajouter le signe dièse devant les mots-clés de leur sujet de conversation. Cette fonction permet notamment de suivre les thèmes les plus populaires en discussion sur le réseau. Faute de l'avoir inventé, Facebook adopte tardivement cette fonction pour tenter de rester attractif, notamment chez les jeunes. Enfin, Michelin continue de réduire la voilure. Après l'annonce de la suppression de 700 postes à jouer les tours et la cession de son usine d'Alger, le numéro 2 mondial du pneumatique annonce l'arrêt de 2 usines en Colombie. Michelin entend se concentrer sur des grands sites plus rentables. En France, l'usine de La Roche-sur-Yon verra sa capacité doubler. Même chose pour ses sites américains et brésiliens.
Et pour finir, les Galeries Lafayette sont de retour sur le continent asiatique. L'enseigne vient d'ouvrir un point de vente dans la capitale indonésienne. Oui, d'autres suivront à Pékin dans les prochains mois. Il y a 15 ans, le Français avait déjà tenté l'aventure en Chine, mais sans succès. Alors il faut croire que depuis, les choses ont changé. On écoute la réaction de quelques personnes à Jakarta. C'est là tout ce qui vient d'Europe. Paris est là, donc on peut l'acheter ici. On n'a pas besoin de voyager. Beaucoup de personnes en Indonésie s'intéressent à la mode de luxe maintenant. Et je pense que c'est vraiment bien pour elles de pouvoir accéder à ces produits de marque à un prix plutôt intéressant, dans un endroit agréable aussi. Alors on imagine que si ces Asiatiques restent faire leur shopping chez eux, ça fera moins de touristes à Paris. À voir. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. On passe maintenant à la revue de presse internationale.